gens s'amusent et se déguisent, les âmes finissent morcelées, scellées lorsque l'enfance se brise. Horreur, mystère, un vent glacial fait trembler jusqu'en Antarctique. Légende urbaine, creepypasta, c'est l'heure du récit fantastique. J'ai eu 60 ans l'année dernière. La fête était sublime. Une bonne partie de la famille était là. Mes enfants, mes petits-enfants. Cela fait du bien parfois, de sentir que ça vit autour de soi, d'entendre du bruit. J'ai toujours été passionné par le son, la musique en particulier. Mais aujourd'hui, j'aurais aimé être né sourd, car il y a un bruit qui ne me quitte plus, qui me hante. Je dois d'abord revenir quelques années en arrière. Quand j'étais enfant, dans les années 60, je vivais chez mes grands-parents maternels. Ce sont eux qui m'ont élevé, car mon père est mort quelque temps avant ma naissance, et ma mère est décédée en couche. Ma grand-mère, que j'appelais maman, quand mon grand-père n'était pas là, était une femme forte, au caractère bien trempé, pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Je me rappelle l'avoir vue un jour lancer une casserole sur un passant un peu trop bruyant. Mais quand nous étions ensemble, elle était très tendre. Elle me faisait écouter des disques de jazz, de musique classique. C'est elle qui m'a fait découvrir la musique latine. J'aimais beaucoup son nom, Narayac. Ce nom m'évoquait l'aventure. Allez savoir pourquoi. Narayac était d'origine péruvienne. Elle était parvenue à glisser un 33 tours de Maquito, le cubain, dans la collection de vinyles de mon grand-père. Presque tous les jours après l'école, lorsque mon grand-père partait jouer à la pétanque, je restais avec elle et nous finissions inévitablement par danser sur ce vieux 33 tours. Petit à petit, ma grand-mère remarqua que je ne mimais plus la guitare, mais les maracas. Et en effet, j'étais obnubilé par ce son. Je le trouvais doux. Il glissait comme du sable qu'on aurait lâché sur une feuille de papier. Et le rythme m'emportait loin. Ça pourrait paraître ridicule aux yeux d'un enfant d'aujourd'hui, mais n'ayant pas la télé, c'était le seul contact avec le monde auquel j'avais accès. Je rêvais de partir en Amérique du Sud. Tous les soirs, j'obligeais presque ma grand-mère à me parler de son enfance au Pérou. Et je m'endormais, m'imaginant là-bas, en train de jouer les maracas. Maintenant, je sais que les maracas ne sont pas vraiment des instruments typiques du Pérou. Mais à l'époque, je faisais naturellement l'association entre les deux. Un soir, pendant les vacances d'été de 67, j'ai fait une découverte. Il était presque l'heure de souper, mais mon grand-père n'était toujours pas rentré de la pétanque. Ma grand-mère, maman, était donc sortie pour aller le chercher, non sans râler et promettre de lui donner un bon coup de canne. Je suis ainsi resté seul à la maison, chose qui m'était très rarement arrivée. Je suis resté assis devant le tourne-disque, à écouter Maquito agiter ses maracas dans un rythme effréné. Quand la musique a laissé place au grésillement de l'aiguille frottant le vinyle, la nuit était tombée. Mes grands-parents n'étaient toujours pas rentrés, et le souper refroidissait doucement sur la table. Mon grand-père m'aurait sans doute frappé si j'avais commencé à manger sans lui. C'était un homme discret, froid même. Il n'avait jamais eu un geste tendre à mon égard. Maintenant, je pense qu'il m'en voulait d'avoir en quelque sorte coûté la vie à ma mère lors de ma naissance. La moindre bêtise était synonyme de coup. Laissant le repas de côté, j'ai décidé de partir en expédition. J'ai pris la vieille lampe qui traînait dans le tiroir et j'ai entrepris de gravir les marches menant au grenier. Le faisceau de lumière braqué sur la vieille porte poussiéreuse du grenier, j'avançais tout doucement. Je savais que l'on m'avait formellement interdit de monter là-haut, mais ce qu'il y avait dans cette pièce m'intriguait. Ou plutôt, le fait de ne pas savoir ce qu'il y avait. J'ai ouvert doucement la porte, essayant de faire le moins de bruit possible, bien que personne ne fût là pour m'entendre. Mon excitation est retombée presque aussitôt. La pièce était vide, mis à part un vieux carton affaissé dans un coin. N'étant pas monté ici pour rien, j'ai décidé d'aller fouiller ce dernier, lequel était rongé par les souris, qui se cachaient et m'observaient sûrement. À l'intérieur, il n'y avait pas grand-chose. En réalité, même s'il y avait eu des centaines de pièces d'or, je ne m'en serais pas souvenu. J'étais fasciné par l'éclat rouge vif qui scintillait dans le faisceau de lumière de ma lampe. Mon cœur battait à toute allure. J'avais l'impression que cet éclat de couleur m'hypnotisait. J'ai écarté du dos de la main le reste du contenu du carton, quoi que c'était. Et mon cœur a failli s'arrêter. C'était une paire de maracas.
Vous n'imaginez peut-être pas, ou vous ne vous rendez pas compte, de ce que ça représentait pour moi. C'était comme si un fan de David Bowie, un fan à son année, trouvait le chanteur en tenue de concert, prêt à chanter tout son répertoire dans sa salle de bain en rentrant chez lui. Je ne les ai pas touchés tout de suite, je les ai observés de longues minutes. Je me posais toutes sortes de questions, qui se sont évaporées à l'instant où j'ai posé la main dessus. Ce n'est pas facile à décrire, et c'est sans doute un souvenir déformé par le temps, mais j'ai senti une sorte d'électricité, comme si vous touchiez votre écran de télé, peu de temps après l'avoir éteint. Je les ai approchés de mes oreilles, et je les ai à peine fait teinter. Le son a résonné dans ma tête, s'insinuant dans le moindre recoin de mon cerveau. Je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je savais en jouer. Je savais exactement quel geste faire et à quel rythme. Je m'imaginais déjà en train de faire le tour du monde avec mon groupe de musique latine. J'avais l'impression d'être ailleurs, si bien que je n'ai pas entendu le son de la porte d'entrée qui s'ouvrait. À cet instant, j'ai entendu la voix rauque de mon grand-père qui m'appelait, et ses pas qui montaient l'escalier. Le son de sa voix m'a fait sursauter, si bien que les magnifiques maracas m'ont échappé des mains. Elles sont tombées lourdement sur le sol, faisant teinter leur contenu. Ce son, mon Dieu, il roulait dans l'air, semblait venir de partout. Au moment où les maracas sont tombés au sol, les pas de mon grand-père se sont fait plus lourds. Il a lâché un cri inarticulé, et le bruit de ses pas dans l'escalier s'est aussitôt tu. Il a alors crié un mot qui ressemblait à mon prénom, et j'ai tout de suite ramassé les maracas pour les cacher sous mon t-shirt, comme on aurait dissimulé l'arme d'un crime. Je me suis précipité dans l'escalier, prêt à prendre la raclée de ma vie. Mais au lieu de ça, j'ai vu mon grand-père affalé au milieu des marches, et j'ai entendu le cri de désespoir de ma grand-mère. Maman. Mon grand-père est mort avant l'arrivée des secours, d'une crise cardiaque, bien qu'il n'ait jamais eu de problème avec cet événement. L'ambiance a changé après sa mort. Plus de musique dans la maison. Grand-mère avait jeté tous les vinyles en même temps que le tourne-disque. Quand elle a découvert les maracas dans ma chambre en venant de me réveiller un matin, elle les a prises calmement, malgré son air très énervé. Je ne les ai plus revus jusqu'au jour où, pour mes 15 ans, je suis parti en internat. Je savais que j'allais passer plus de temps là-bas que chez moi. Il était donc hors de question que je les laisse derrière moi. Et grand bien m'en a fait, car ils ont été pendant toute ma scolarité, et bien après encore, mes porte-bonheur. Bien sûr, les autres élèves qui pratiquaient la guitare avaient bien plus la cote que moi, mais je m'en fichais. Chaque fois que je faisais teinter ces maracas, c'était comme si j'étais dans un autre monde. Et grâce à la musique, j'ai pu obtenir certains avantages. J'ai monté un groupe avec mes copains de chambre, Los Perros Rojos, les chiens rouges. Je ne sais pas d'où nous est venu ce nom, mais grâce à notre groupe, nous pouvions ne pas être présents à certains cours pour répéter, avant de se produire au spectacle de fin d'année. Et à chaque fois, je partais dans mon monde et secouais mes maracas comme un diable. On a plusieurs fois essayé de me les voler, ou de les casser. On pouvait facilement voir que j'y tenais à ces maracas, cela se savait. Il y avait pas mal de petits cons, excusez-moi l'expression, qui n'avaient pas le talent nécessaire pour jouer d'un instrument, qui préféraient alors embêter ceux qui savaient en jouer. Mais là aussi, j'ai eu de la chance. La fois où Michel, le grand escogriffe de terminale, était rentré en douce dans ma chambre pour me voler mes maracas, l'armoire lui était tombé dessus, lui fracturant l'épaule gauche. Celui qui m'avait jeté une pierre en pleine tête alors que nous répétions, avec les chiens rouges, avait failli se tuer en glissant dans les douches. Mais moi, j'ai continué comme si de rien n'était. Ces maracas et mon groupe étaient ma raison de me lever le matin. Bien plus tard, vers la trentaine, toujours avec Los Perros Rojos, nous faisions la tournée des bars de musique latine. Contre une soirée de boissons gratuites, nous jouions jusqu'à la fermeture. Il faut l'avouer, c'était souvent des bars malfamés, où l'ambiance tournait quelquefois au vinaigre quand un gaillard éméché sortait une lame et la collait sous le menton d'une autre personne tout aussi imbibée. Cependant, je m'en suis toujours sorti indemne, ou presque. Un soir, alors que nous rangeons notre matériel, je rangeais mes maracas dans un sac en velours rouge. Un énorme type nous a ordonné de continuer à jouer. Nous lui avons alors répondu que le bar fermait et que nous allions rentrer chez nous. Il m'a fracassé une chaise sur le dos et m'a frappé au sol avant que mes amis le maîtrisent. Quand 3 jours plus tard je suis allé à la gendarmerie pour confronter ce fou furieux, les gendarmes m'ont fait part de son absence. Il ne viendrait pas. Il était mort quelques heures après notre rencontre, renversé par un bus de nuit, à quelques rues du bar. Vers mes 40 ans,
j'ai arrêté les concerts et j'ai laissé Los Perros Rojos continuer leur route. Nous nous sommes réunis 1 ou 2 fois depuis, mais j'avais décidé de me concentrer sur ma famille. J'avais 2 enfants, Miguel et Gabriel. Gabriel est mort à 22 ans après une très grave dispute à propos d'un mariage. La dernière fois que je l'ai vu, le soir de la dispute, la discussion avait été houleuse et il m'avait giflé. Je suis resté abasourdi. Il a passé la porte, l'a claqué, et je ne l'ai jamais revu. Sa voiture est sortie de la route sur le trajet qui menait à chez lui. Je regrette chaque mot que j'ai pu lui dire ce soir-là. Tout ceci nous mène à l'anniversaire de mes 60 ans. Il y avait du monde, une bonne partie de la famille, ce qui comptait le plus pour moi. Mon fils Miguel m'avait fait la surprise d'inviter Jean-Jacques et Bruno, les 2 autres chiens rouges. Los Perros Rojos étaient réunis pour un dernier barreau d'honneur. Jean-Jacques avait sorti sa guitare, Bruno son clavier. Il ne manquait plus que mes maracas. Miguel avait tout prévu. Mon petit-fils, Sébastien, est apparu au balcon qui surplombait la cour avec mon sac rouge en velours. Cela faisait une éternité que je n'avais plus vu mes maracas. Et quand mon petit-fils les a sortis de leur sac, j'ai éprouvé une sensation étrange. Je n'étais pas heureux. J'étais jaloux. C'est très bizarre à y décrire, mais j'étais en colère. De quel droit Miguel avait-il donné l'autorisation au petit de toucher mes porte-bonheur? Et de quel droit mon petit-fils les touchait-il de ses mains sales? Il les avait sortis du sac sans même faire attention, les laissant s'entrechoquer. Il les tenait maintenant par la corde et les faisait tournoyer pendant que tout le monde rigolait. Ne riez pas, ce mioche jouait avec les instruments qui ont fait ma vie, dans lequel sont renfermés tous mes souvenirs. C'est exactement ce qui tournait dans ma tête à ce moment-là. De la haine. Et c'est là que ça s'est produit. Et que j'ai compris. Le petit Sébastien, tout souriant devant sa famille, qui l'applaudissait, s'est soulevé. Je ne saurais le dire autrement. Il s'est soulevé, comme si une paire de bras invisibles l'avait attrapé, ne lui laissant aucune chance de s'échapper. Presque aussitôt, il a basculé par-dessus la rambarde du balcon. Tout le monde a crié. Sauf moi. Je crois être le seul à avoir vraiment vu le petit se soulever. Il n'est pas simplement tombé. Il a été poussé. Lorsque son petit corps s'est écrasé sur la pierre, les maracas ont émis un bruit que je n'avais jamais entendu au cours de toutes les années durant lesquelles j'en avais joué. Un son strident que j'ai eu l'impression d'être le seul à entendre. Je paraîtrais sûrement fou si je vous disais que c'était comme une plainte. Et ce bruit, quand ils sont explosés par terre, ressemblait à celui d'un crâne qui se brise. C'était peut-être le bruit du crâne de Sébastien qui touchait la pierre, mais je reste convaincu que ce n'était pas ça. Et aussi horrible que cela paraisse, lorsque je me suis précipité, comme tout le monde, sur le petit Sébastien, je suis d'abord allé au chevet de mes maracas. Ils étaient, comme mon petit-fils, brisés sur la pierre noire de la terrasse. Et pendant que tous essayaient de ramener Sébastien à la vie, j'ai éprouvé une haine si terrible à l'encontre de Miguel et de son morveux que j'ai failli me faire saigner la paume de mes mains avec mes ongles. Qu'ils essayent de le ramener à la vie, à faire du bouche à bouche sur un crâne fendu, ça ne servait à rien. Cette phrase atroce, qui ne me ressemblait pas, c'était pourtant la première qui m'est passée par l'esprit. J'ai doucement ramassé les éclats rouges et verts qui jonchaient le sol, sous le regard médusé de ma famille. Mais ils ne me regardaient pas moi, ils regardaient à mes pieds. J'ai réalisé que, maintenant que les éclats de mes maracas étaient tous dans mes mains, il ne restait plus au sol que leur contenu. Et c'était cela qui drainait l'attention de tout le monde. Des dents et des os. J'ai pensé que c'était peut-être les dents de Sébastien, mon petit Sébastien. Mais elles étaient trop grandes, trop usées, trop anciennes pour être les siennes. Les os paraissaient aussi vieux que les dents. C'était sûrement les os d'une main. J'ai été pris de nausée et j'ai vomi mon repas. Ce bruit, lorsque les maracas touchaient le sol, ce son semblable à un millier de cris. Je l'entendais encore. Mes oreilles sifflaient. Je me suis évanoui. Lorsque je me suis réveillé dans mon lit 1 heure plus tard, j'étais seul avec ma femme, Laura. Elle me regardait avec des yeux froids. Ça n'a plus jamais été pareil entre elle et moi après ça. En fait, toute ma famille a pris ses distances. Quand j'ai voulu prendre des nouvelles de Sébastien, mon fils Miguel m'a dit qu'il était décédé. Point. Il ne m'a plus parlé depuis. Depuis 1 an, je vis dans une maison vide de musique, vide de son. J'ai jeté tous mes vieux disques, ma chaîne hi-fi également. Je ne vais plus sur le balcon, tout comme je ne mange plus sur la terrasse. Je vis quasiment seul puisque ma femme Laura
s'occupe de notre fils Miguel, à qui on a diagnostiqué un cancer foudroyant 1 mois après la mort de son fils. Il vit ces derniers jours, mais il refuse de me voir. Le soir, alors que je suis seul dans ma grande maison, je me cache sous ma couverture, comme un enfant. Ce son ne me quitte pas. Le vent souffle dehors, mais j'entends un sifflement familier. J'entends comme du sable qu'on aurait lâché sur une feuille de papier. J'entends des cris lointains. J'entends un craquement. J'imagine les bras invisibles qui me soulèvent. J'allume la lumière comme un enfant qui se réveille d'un cauchemar. Mais il n'y a rien. Malgré la lumière allumée, j'ai cette impression désagréable que le cauchemar n'est pas terminé, et que dès que j'éteindrai la lumière, le bruit reviendra, comme du sable qu'on aurait lâché sur une feuille de papier.